En mars 1974, sur une île des Philippines, un homme sort de la jungle avec un fusil encore en état de tirer. Son uniforme est rapiécé. Son visage est amaigri. Il porte un sabre d'officier, des grenades et plusieurs centaines de cartouches. Il a 51 ans, mais il en avait 22 lorsqu'il est arrivé sur cette île. Devant lui, des journalistes, des soldats et des responsables politiques attendent un geste que le reste du monde a accompli depuis presque 3 décennies. Hiro Onoda doit se rendre. Le problème, c'est que pour lui, la Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée. Le Japon a annoncé sa capitulation en août 1945. L'acte officiel a été signé le 2 septembre. Des empires se sont effondrés, des pays ont été reconstruits, une nouvelle génération a grandi, la guerre froide a commencé, des hommes ont marché sur la Lune. Mais dans la jungle de Lubang, Hiro Onoda a continué sa mission pendant 29 ans. On raconte souvent son histoire comme celle d'une fidélité presque surhumaine. Un soldat discipliné, abandonné par l'histoire, qui aurait obéi jusqu'au bout à un ordre ancien. Cette image contient une part de vérité. Mais elle en cache une autre. Car Onoda n'a pas seulement survécu dans la forêt. Avec ses compagnons, il a volé des récoltes, abattu du bétail, incendié du riz et ouvert le feu sur des habitants qu'il considérait comme des ennemis. Une trentaine de personnes auraient été tuées au cours de cette guerre qui, pour elle, était terminée depuis longtemps. Le chiffre exact reste discuté, mais la violence, elle, ne l'est pas. L'histoire d'Hiro Onoda n'est donc ni un simple exploit de survie, ni une légende de loyauté. C'est l'histoire d'un homme formé pour ne plus douter de sa mission. C'est l'histoire d'un ordre qui a survécu à l'armée qui l'avait donné. Et c'est l'histoire d'une guerre qui a continué d'exister parce qu'un soldat ne pouvait plus imaginer le monde sans elle. Pour comprendre, il faut revenir au Japon des années 1920. Hiro Onoda naît le 19 mars 1922 dans la préfecture de Wakayama, au sud d'Osaka. Il grandit dans un pays qui se modernise rapidement, mais dont la vie politique et militaire devient de plus en plus autoritaire. Dans les écoles, dans les cérémonies, dans la presse, l'empereur occupe une place sacrée. Le sacrifice pour la nation est présenté comme un devoir. La discipline, l'endurance et l'obéissance ne sont pas seulement des qualités militaires, elles deviennent des vertus morales. À 17 ans, Onoda part travailler à Wuhan, en Chine, pour une entreprise commerciale japonaise. Le Japon occupe alors une grande partie du territoire chinois et mène une guerre d'une extrême brutalité. Le jeune homme découvre l'étranger dans le cadre d'un empire en expansion. En 1942, il est appelé sous les drapeaux. Onoda n'est pas destiné à devenir un soldat ordinaire. Il est envoyé dans une branche de l'école de Nakano, un centre de formation spécialisé dans le renseignement, l'infiltration et la guerre clandestine. La plupart des fantassins japonais sont préparés à mourir au combat. À Nakano, la logique est différente. Un agent de renseignement mort ne recueille plus d'informations. Un guerriero qui se suicide ne peut plus harceler l'ennemi. On enseigne donc à Onoda quelque chose de presque contraire à la culture militaire dominante. Il doit rester vivant. Il apprend à se cacher, à observer, à désinformer, à exploiter le terrain, à survivre avec peu de ressources et à poursuivre le combat derrière les lignes adverses. Il apprend aussi à se méfier des apparences. Un message peut être faux. Un civil peut être un informateur. Une annonce de victoire peut être une manipulation. Cette formation va sauver sa vie. Elle va aussi l'enfermer. À la fin de 1944, la situation du Japon est désespérée. Les forces américaines ont repris pied aux Philippines. Les lignes de ravitaillement japonaises sont brisées. Les garnisons isolées manquent d'hommes, de nourriture et de munitions. Onoda reçoit une affectation sur l'île de Lubang, à environ 150 km au sud-ouest de Manille. Lubang n'est pas une grande île. Elle mesure quelques dizaines de kilomètres de long.
On y trouve des villages, des rizières, des cocoteraies, des collines et une végétation dense. Sa position près de l'entrée de la baie de Manille lui donne cependant une valeur stratégique. Pour les habitants de Lubang, cette valeur stratégique n'a rien d'abstrait. Les Philippines vivent sous occupation japonaise depuis 1942. Dans l'archipel, la guerre a apporté réquisitions, déplacements, répression et massacres. Sur les îles, les habitants ne regardent donc pas l'armée impériale comme une force lointaine. Elle est une présence concrète, armée, qui contrôle les routes, les récoltes et les déplacements. Lorsque les forces alliées reviennent, beaucoup de Philippins n'attendent pas seulement un changement de drapeau. Ils attendent la fin d'une occupation. La mission confiée à Onoda consiste à préparer une guerre de retardement. Il doit saboter les installations utiles à l'ennemi, détruire l'aérodrome si nécessaire, mener des actions de guérilla et maintenir une présence japonaise aussi longtemps que possible. Avant son départ, un supérieur lui donne des instructions dont il retiendra l'essentiel toute sa vie. Ne pas se rendre, ne pas se suicider et continuer jusqu'au retour de l'armée impériale, même si cela prend plusieurs années. Pour un homme formé à l'obéissance, ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre. Onoda arrive sur Lubang en décembre 1944, mais il découvre rapidement que son autorité est limitée. Des officiers plus gradés refusent certaines destructions qu'ils jugent indispensables. Les préparatifs sont incomplets. La garnison attend l'assaut sans véritable stratégie commune. Le 28 février 1945, les forces américaines et philippines débarquent sur l'île. La résistance japonaise s'effondre rapidement. Beaucoup de soldats sont tués. D'autres se rendent. Onoda, lui, gagne les montagnes avec 3 hommes. Yuichi Akatsu, Shoichi Shimada et Kinchichi Kozuka. Ils ne pensent pas disparaître pendant 30 ans. Ils pensent attendre. Au début, leur logique n'est pas entièrement absurde. Des unités japonaises combattent encore ailleurs aux Philippines. Les communications sont coupées. L'issue générale de la guerre n'est pas connue dans tous les recoins du front. Se cacher quelques semaines ou quelques mois peut sembler cohérent. Puis vient août 1945. Le Japon accepte la capitulation. Le 2 septembre, ses représentants signent l'acte officiel à bord du cuirassé américain Missouri. L'ordre est donné à toutes les forces japonaises de cesser les hostilités. Le contraste entre les deux calendriers est total. À Tokyo, la radio diffuse la voix de l'empereur annonçant l'acceptation des conditions alliées. Dans les ports, les armes sont remises. Des millions de soldats commencent un retour long et chaotique. Dans les territoires occupés, les prisonniers sont libérés et les administrations changent. Sur Lubang, 4 hommes cachés sous les arbres n'entendent pas cette transformation comme une réalité certaine. Ils n'en reçoivent que des fragments, venus du ciel ou des villages. Mais dans la jungle de Lubang, personne ne vient remettre cet ordre directement à Onoda. Des tracts sont largués. Certains annoncent simplement que la guerre est finie. D'autres reproduisent des instructions de reddition. Onoda et ses hommes les ramassent, les lisent, les comparant. Puis, ils concluent qu'ils sont faux. Le papier leur paraît suspect. Certaines formulations leur semblent maladroites. La mise en page ne correspond pas à ce qu'ils attendent d'un document militaire japonais. Surtout, les tracts sont déposés par ceux qu'ils considèrent encore comme leurs ennemis. Or, Onoda a été précisément formé à ne pas croire l'ennemi. Chaque preuve du retour à la paix devient donc, dans son esprit, une preuve possible de manipulation. C'est le début d'un mécanisme redoutable. Quand une croyance est construite pour résister à la contradiction, tout ce qui devrait la détruire finit par la renforcer. Si les habitants disent que la guerre est terminée, c'est qu'ils veulent les faire sortir. Si des soldats japonais démobilisés appellent au mégaphone, ils ont peut-être été contraints. Si les familles envoient des lettres et des photographies, l'ennemi a pu les fabriquer.
Si les journaux parlent d'un Japon occupé puis reconstruit, cela peut être de la propagande. Pour Onoda, le doute ne porte jamais vraiment sur sa mission. Il porte sur le monde extérieur. Les 4 hommes organisent alors une existence clandestine. Ils se déplacent surtout la nuit, changent régulièrement de campement et évitent les chemins. Ils connaissent peu à peu les rivières, les crêtes, les clairières et les zones cultivées. Cette vie n'a rien d'une immobilité paisible. Ils comptent leurs munitions, surveillent les traces dans la boue et choisissent leurs itinéraires pour ne jamais répéter trop souvent le même passage. Ils doivent décider quand risquer une descente vers les cultures et quand rester plusieurs jours invisibles. Chaque contact avec les habitants peut leur fournir de la nourriture, des vêtements ou des informations. Il peut aussi déclencher une poursuite. Leur quotidien mélange donc la patience extrême et des accès soudains de violence. Ils mangent des fruits, des noix de coco et ce qu'ils peuvent trouver dans la forêt. Mais cela ne suffit pas. Ils volent du riz, du sel, des vêtements et des outils dans les villages. Ils abattent aussi du bétail appartenant aux habitants. Leur survie dépend donc d'une population qu'ils traitent en territoire ennemi. La saison des pluies pourrit les vêtements, rouille le métal et transforme les chemins en boue. Les maladies, les blessures et les parasites deviennent des adversaires permanents. Les hommes réparent leurs sandales, leurs uniformes et leurs équipements avec les matériaux disponibles. Onoda prend un soin obsessionnel de son fusil. Une arme fonctionnelle représente sa capacité à rester soldat. Tant qu'il peut entretenir son matériel, surveiller l'île et donner des ordres, la mission continue d'exister. Mais le groupe se fissure. Yoichi Akatsu supporte de moins en moins la vie clandestine et l'autorité d'Onoda. En 1949, il quitte ses compagnons. Après plusieurs mois seul, il se rend aux autorités philippines en mars 1950. Son retour aurait pu mettre fin à toute l'affaire. Akatsu explique que 3 soldats vivent encore dans la jungle. Des équipes de recherche sont organisées. Des messages personnels sont préparés. Des photographies des familles sont larguées au-dessus de l'île. Pour Onoda, pourtant, la reddition d'Akatsu ne prouve pas que la guerre est terminée. Elle prouve qu'Akatsu a déserté. À partir de ce moment, le groupe devient encore plus prudent. Les appels japonais ne sont plus seulement des ruses possibles. Ils peuvent venir d'un ancien compagnon passé du côté de l'ennemi. Le monde se referme un peu plus. En 1953, Shoichi Shimada est blessé à la jambe lors d'un échange de tirs. Onoda le soigne comme il peut pendant des mois. Le 7 mai 1954, Shimada est tué au cours d'une rencontre avec une unité philippine. Il ne reste plus que 2 hommes. Onoda et Kozuka poursuivent leur guerre pendant 18 années supplémentaires. Leur relation devient essentielle. Ils partagent les mêmes dangers, les mêmes habitudes et la même interprétation du monde. Chacun confirme à l'autre que la mission existe encore. À deux, on peut entretenir une réalité que la solitude rendrait peut-être impossible. Ils observent les lumières des villages. Ils étudient les patrouilles. Ils suivent les récoltes. Ils lancent périodiquement des attaques et brûlent des tas de riz, à la fois pour nuire à ceux qu'ils considèrent comme l'ennemi et pour signaler, pense-t-il, que leur unité reste active. Pour les habitants de Lubang, ces hommes ne sont pas des silhouettes romantiques perdues dans la jungle. Ils sont une menace. Les agriculteurs savent que des réserves peuvent disparaître. Des familles évitent certains secteurs. Des policiers et des volontaires participent à des recherches. Des coups de feu éclatent. Des hommes sont blessés ou tués. Les récits postérieurs attribuent généralement à Onoda et à son groupe la mort d'environ 30 personnes, civils ou membres des forces locales, ainsi que de nombreux blessés. Les listes précises varient selon les sources et les témoignages. Mais réduire l'histoire à l'endurance d'un soldat japonais efface ceux qui ont payé le prix de cette endurance. C'est un point essentiel. Onoda se considérait comme un combattant derrière les lignes ennemies.
Les habitants, eux, vivaient dans leur propre pays, en temps de paix. Le même coup de feu pouvait donc être, pour celui qui le tirait, un acte de guerre, et pour celui qui le recevait, une attaque incompréhensible commise des années après la fin du conflit. En 1959, le Japon déclare officiellement Hiroo Onoda mort. Mais lui continue. Les années 1960 passent. Le Japon devient une puissance industrielle. Les villes sont reconstruites. Les trains à grande vitesse apparaissent. Les Jeux olympiques de Tokyo montrent au monde un pays moderne, éloigné de l'empire vaincu. Sur Lubang, Onoda vieillit dans une guerre immobile. Il trouve parfois des journaux, entend des informations et observe l'évolution de l'île. Mais il interprète ces changements à l'intérieur du seul récit qu'il accepte encore. Les conflits en Corée puis au Vietnam, la présence militaire américaine dans la région et les exercices des forces philippines lui permettent d'imaginer qu'une guerre plus vaste continue. La réalité n'est pas absente, elle est réorganisée. C'est ce qui rend son histoire plus troublante qu'un simple malentendu. Onoda ne manque pas totalement d'informations. Il possède un système capable de transformer chaque information en confirmation de ce qu'il croit déjà. Et plus les années passent, plus reconnaître la paix devient difficile. Après 5 ans, sortir signifierait admettre une erreur. Après 10 ans, ce serait admettre que des années de privation n'avaient servi à rien. Après 20 ans, ce serait regarder les morts, les blessés, les récoltes brûlées et les compagnons disparus, puis accepter que tout cela s'était produit après la fin de la guerre. La mission n'est plus seulement un ordre militaire. Elle devient la justification de toute une vie. Le 19 octobre 1972, Onoda et Kozuka mènent une nouvelle opération près de cultures de riz. La police intervient. Kozuka est touché et meurt. Pour la première fois depuis 1945, Onoda est seul. La mort de Kozuka provoque un choc au Japon. Son corps est identifié et l'on comprend qu'Onoda peut encore être vivant. De nouvelles recherches sont lancées. Des proches viennent sur l'île. Des messages retentissent dans la forêt. Onoda ne répond pas. Il craint toujours un piège. Et la mort récente de Kozuka semble lui confirmer que l'ennemi reste actif. Puis entre en scène un jeune japonais qui n'a rien d'un militaire. Il s'appelle Norio Suzuki. En 1974, Suzuki voyage avec un projet presque extravagant. Il dit vouloir trouver, dans cet ordre, le lieutenant Onoda, un panda et l'abominable homme des neiges. Contrairement aux équipes officielles, il se rend sur Lubang avec peu de moyens et sans dispositif spectaculaire. Il cherche les traces, observe le terrain et appelle Onoda dans la jungle. Le 20 février 1974, après quelques jours, il le rencontre. La scène paraît impossible. Face à Suzuki se tient un homme déclaré mort depuis 15 ans, vêtu de lambeaux d'uniforme, armé et toujours convaincu d'être en service. Face à Onoda se tient un jeune compatriote né avant la fin de la guerre, mais appartenant pleinement au Japon d'après-guerre. Suzuki ne cherche pas à lui arracher une reddition immédiate. Il parle avec lui. Il l'écoute. Il obtient des photographies qui prouvent qu'Onoda est vivant. Onoda accepte l'idée de rentrer, mais pose une condition. Il doit recevoir un ordre direct d'un supérieur légitime. C'est la faille que personne n'avait réussi à utiliser. Suzuki retourne au Japon. Les autorités retrouvent Yoshimi Taniguchi, l'ancien officier qui avait transmis à Onoda ses instructions de guerre. Taniguchi n'est plus commandant. Il est devenu libraire. Le contraste est saisissant. L'homme qui avait envoyé Onoda mener une guérilla a repris une vie civile depuis près de 30 ans. Celui qui avait reçu l'ordre
est encore dans la jungle. Taniguchi accepte de répartir pour Lubang. Le 9 mars 1974, il retrouve son ancien subordonné et lui lit des ordres mettant officiellement fin à sa mission. Cette fois, Onoda ne cherche pas le piège. La chaîne de commandement qu'il avait préservée dans son esprit vient enfin jusqu'à lui. Il est relevé de ses fonctions. Le lendemain, Hiro Onoda se présente aux autorités philippines. Il remet son fusil, ses munitions, ses grenades et son sabre. Son arme est encore utilisable. Le 11 mars, à Manille, il rencontre le président Ferdinand Marcos. La cérémonie est photographiée dans le monde entier. Onoda offre son sabre en signe de reddition. Marcos le lui rend et lui accorde une grâce. Ce pardon est politiquement spectaculaire. Il permet une fin nette à une histoire devenue internationale. Mais il ne supprime ni les morts, ni la peur, ni la colère sur Lubang. Au Japon, Onoda est accueilli par une foule immense. Certains voient en lui un héros de l'endurance et de la fidélité. D'autres voient le survivant tragique d'un militarisme qui avait appris à des millions de personnes que l'obéissance valait plus que la vie. Les deux images vont s'affronter. Son retour intervient aussi dans un Japon qui cherche encore comment raconter sa propre guerre. La génération qui a connu la défaite vieillit. Les plus jeunes ont grandi dans la prospérité. Pour certains, Onoda semble porter des valeurs perdues. Endurance, discipline, sacrifice. Pour d'autres, il révèle au contraire le danger d'un système qui avait exigé l'obéissance absolue et prolongé la souffrance bien au-delà de toute nécessité militaire. La fascination publique transforme rapidement un homme complexe en symbole. Or, un symbole est plus facile à célébrer qu'une histoire à examiner. Onoda publie rapidement ses mémoires. Son récit contribue à construire la légende d'un homme demeuré fidèle à ses ordres. Mais ce livre est une source intéressée. Il raconte surtout la guerre depuis son point de vue et laisse peu de place aux habitants de Lubang. Des chercheurs, des journalistes, des témoins philippins et même des personnes ayant participé à la fabrication de son récit public ont ensuite contesté cette version trop propre. Ils ont rappelé les vols, les attaques et les morts. Ils ont aussi mis en doute l'idée simple selon laquelle Onoda aurait été seulement privé d'informations. Il ne s'agit pas de prétendre que tout était calculé ou qu'il savait exactement, dès 1945, que la guerre était finie. Il s'agit de reconnaître que son histoire est devenue un mythe, et qu'un mythe choisit toujours ce qu'il montre. Onoda, lui, peine à retrouver une place dans le Japon moderne. En 1975, il part au Brésil, où il devient éleveur. Il se marie. Plus tard, il partage son temps entre le Brésil et le Japon et crée une école de nature destinée aux jeunes. Il revient aussi à Lubang en 1996. Une aide financière est offerte à une école locale, mais sa visite provoque des protestations de proches de victimes qui réclament reconnaissance et réparation. Même 22 ans après sa reddition, la guerre n'a donc pas la même fin pour tout le monde. Hiro Onoda meurt à Tokyo en janvier 2014, à l'âge de 91 ans. Son nom reste associé à une image, celle d'un homme sortant de la jungle avec un fusil, un sabre et un ordre vieux de 3 décennies. Mais cette image n'explique pas tout. Elle ne montre pas les familles philippines qui ont vécu avec la peur. Elle ne montre pas les compagnons morts en maintenant une mission devenue sans objet. Elle ne montre pas non plus le mécanisme intérieur qui peut transformer l'obéissance en prison. Onoda avait reçu l'ordre de survivre. Il a survécu. Mais il avait aussi reçu un cadre mental dans lequel le doute ressemblait à une trahison, la paix à une ruse et le monde extérieur à un mensonge. Pendant 29 ans, il n'a pas seulement vécu dans une jungle. Il a vécu à l'intérieur d'une certitude.
Et c'est peut-être cela le plus inquiétant dans son histoire. Une guerre ne continue pas seulement parce que des armes tirent. Elle continue aussi quand un homme ne peut plus accepter l'épreuve qu'elle est terminée. Quand chaque contradiction devient une menace. Quand l'ordre reçu autrefois compte davantage que les vies présentes. Hiro Onoda est souvent présenté comme le soldat qui refusa de se rendre. Mais au fond, il fut surtout le soldat qui ne parvint plus à sortir de la mission qu'on avait placée en lui. Le monde avait signé la paix. L'armée impériale avait disparu. Son pays était devenu un autre pays. Et pourtant, au fond de la jungle, un ordre continuait de parler. Il aura fallu 29 ans pour que quelqu'un revienne enfin lui dire de se taire.